Marcus pensa à ses propres expériences médicales, des médecins privés qui le recevaient dans des cabinets luxueux, toujours disponibles avec un simple coup de téléphone. Avant de commencer, dites-moi quelque chose sur l'endroit où vous vivez. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il n'avait jamais considéré ce que ce serait de naviguer le système de santé sans ressources ou connexion. Regardant Elena défendre gentiment les intérêts de sa mère avec le personnel, négociant les horaires et traitements, il gagna une nouvelle perspective sur la force nécessaire, juste pour maintenir une vie digne sans privilèges financiers. Quand elles furent finalement appelées, Elena se tourna vers Marcus. « Vous pouvez attendre ici ou si vous préférez partir. »« J'attends, » dit Marcus fermement, « aussi longtemps que nécessaire. » Pendant qu'Elena était avec sa mère, Marcus observa le mouvement de l'hôpital. Il vit des familles entières attendant des nouvelles, des gens économisant manifestement pour payer des médicaments, du personnel travaillant des doubles services. C'était un monde de besoins réels et de ressources limitées, très différent de son univers de luxe et commodité. Il commença à comprendre que le test de caractère qu'il avait appliqué à Elena était en fait sa vie quotidienne. Faire face aux difficultés réelles tout en maintenant compassion et générosité. 2 heures plus tard, Elena émergea de la zone de consultation, accompagnée d'une femme d'environ 50 ans qui marchait lentement avec l'aide d'une canne. Maria Santos, elle avait pris le nom de son mari, avait les mêmes yeux verts qu'Elena, mais portait sur son visage les marques d'une vie de travail dur et de préoccupations constantes. « Maman, dit Elena gentiment, voici Marcus, un client du restaurant qui nous a gentiment offert un transport aujourd'hui. » Maria regarda Marcus avec l'évaluation naturelle d'une mère protégeant sa fille. « C'est très gentil de votre part d'aider des gens que vous ne connaissez même pas, » dit-elle avec une voix qui portait la sagesse de quelqu'un qui avait appris à être prudent avec les intentions d'autrui. « En fait, dit Marcus, je crois que nous nous connaissons peut-être d'une façon qu'aucun de nous n'imagine. » Il fit une pause, réalisant que le moment de vérité était arrivé. « Madame Maria, pourriez-vous me parler de votre mère, Isabella Whitmore ?» La réaction de Maria fut immédiate et dramatique. Elle s'arrêta complètement, sa main serrant la canne si fort que ses articulations devinrent blanches. « Comment connaissez-vous ce nom ?» chuchota-t-elle, regardant Marcus comme s'il était un fantôme du passé. « Parce que, dit Marcus doucement, Isabella Whitmore était ma grand-tante, et vous êtes ma famille. » Le monde autour d'eux sembla devenir silencieux. Elena regardait alternativement Marcus et sa mère, tentant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Maria s'appuya lourdement sur sa canne, ses yeux se remplissant de larmes qui contenaient des décennies de questions sans réponse. « Ce n'est pas possible, » murmura Maria. « Ma mère disait toujours que la famille l'avait complètement abandonnée, qu'ils avaient tant d'argent qu'ils ne se souvenaient même plus de son existence. »« Ils se souvenaient » dit Marcus, sa voix lourde de tristesse. « Et c'est une partie de la tragédie. Ils se souvenaient, mais choisirent de vous garder loin par orgueil et préjugé social. » Elena trouva finalement sa voix. « Marcus, qui êtes-vous vraiment ?»« Mon nom est Marcus Whitmore. Je suis PDG de Whitmore Industries, l'une des plus grandes entreprises immobilières du pays. Et vous, il regarda les 2 femmes, êtes mes cousines. Famille qui aurait dû être soignée et aimée, mais qui fut cruellement rejetée par une génération précédente qui valorisait les apparences sociales au-dessus des liens familiaux. » Maria commença à pleurer silencieusement, des décennies de douleur et de confusion trouvant finalement une explication. « Ma mère est morte, croyant qu'elle n'était pas assez bien pour sa propre famille, » dit-elle entre sanglots. Elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, se demandant toujours ce qu'elle avait fait de si terrible pour mériter d'être coupée de sa propre lignée. Elena, traitant encore la révélation, regarda la bague à son doigt avec une compréhension complètement nouvelle. « Alors, cette bague appartient vraiment à une famille riche ? » « Elle vous appartient, » dit Marcus fermement. « Elle est vôtre de droit, ainsi que beaucoup plus qui a été refusé à votre famille pendant des générations. »
Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots suivants. Mais, Elena, je dois confesser quelque chose de plus. Je ne suis pas venu au restaurant par hasard. J'étais testant les gens, cherchant quelqu'un d'authentiquement bon dans un monde qui avait commencé à me paraître rempli seulement d'intérêts personnels. Elena le regarda avec une expression blessée. « Alors j'étais juste une expérience pour vous ?» « Au début, oui, » admit Marcus honnêtement. « Mais Elena, vous avez réussi tous les tests non parce que vous tentiez d'impressionner quelqu'un, mais parce que vous êtes authentiquement la personne extraordinaire que vous paraissez être. Et ironiquement, la personne la plus authentiquement bonne que j'ai trouvée en années se trouve être ma propre famille. » Maria essuya ses yeux avec un mouchoir usé. Ma mère disait toujours qu'il y a des raisons pour que les choses arrivent quand elles arrivent. Peut-être est-il temps que quelques vérités viennent à la lumière. Dans les jours suivants, Marcus s'immergea complètement dans la tâche de reconstruire l'histoire perdue de la famille d'Elena. Il embaucha des généalogistes professionnels, des enquêteurs privés et des avocats spécialisés en droit successoral. Ce qu'il découvrit était encore plus choquant que ses recherches initiales avaient révélé. Isabella Whitmore n'avait pas simplement été déshéritée. Elle avait été victime d'une campagne systématique pour effacer son existence de l'histoire familiale. Des documents furent altérés, des archives furent scellées et des connexions sociales furent utilisées pour rendre difficile chaque aspect de la vie d'elle et de son mari. L'homme pour qui elle avait sacrifié son héritage était mort jeune dans un accident que les enquêteurs de Marcus découvrirent avoir des circonstances suspectes. Des freins qui échouèrent dans une voiture qui avait récemment été inspectée par des mécaniciens connectés à la famille Whitmore. Isabella avait élevé sa fille Maria seule, travaillant dans des emplois domestiques pour des familles qui ne surent jamais qu'elles employaient une héritière légitime de l'une des plus anciennes fortunes du pays. Elle était morte à 52 ans, épuisée par des décennies de travail dur et de lutte financière, emportant dans la tombe l'amertume d'avoir été rejetée pour avoir choisi l'amour plutôt que l'argent. Maria avait grandi ne connaissant que des fragments de l'histoire, que sa mère venait d'une famille riche qui l'avait rejetée, mais jamais les détails complets de la cruauté systématique qui avait été infligée. Elle s'était mariée jeune, avait travaillé toute sa vie dans des emplois manuels et élevé Elena avec la détermination que sa fille aurait de meilleures opportunités, même si cela signifiait d'énormes sacrifices personnels. Elena, à son tour, avait absorbé les valeurs de travail dur et de compassion de sa mère et grand-mère, sans jamais savoir qu'elle portait le sang d'une lignée qui avait construit un empire à travers des générations. Sa bonté naturelle n'était pas juste du caractère individuel, c'était la continuation d'une tradition familiale, de force morale, qui avait survécu à des décennies d'adversité et de rejet. Pendant que la vérité se dévoilait, Marcus découvrit aussi quelque chose sur lui-même qui le surprit. Sa recherche d'authenticité chez d'autres personnes avait été en partie une projection de sa propre insatisfaction avec l'homme qu'il était devenu. Entouré par la richesse et le pouvoir, il avait perdu contact avec les valeurs fondamentales que son propre père avait tenté de lui enseigner. En observant Elena, il ne testait pas juste son caractère à elle. Il redécouvrait le sien. La décision de quoi faire avec ses découvertes ne fut pas simple. Marcus pourrait simplement transférer une somme substantielle d'argent à Elena et sa mère, les compensant financièrement pour l'injustice historique. Mais plus il connaissait sa cousine, plus il réalisait que cette approche serait inadéquate. Elena n'était pas quelqu'un qui pourrait être acheté ou consolé avec de l'argent. Elle avait besoin de comprendre sa place légitime dans la famille et d'avoir l'opportunité de choisir comment elle voulait procéder. Alors, Marcus planifia une révélation soigneuse et graduelle. D'abord, il présenta Elena et Maria à d'autres membres de la famille Whitmore, cousins et oncles qui, découvrit-il, n'étaient pas tous au courant de l'étendue complète de l'injustice commise contre Isabella.
Beaucoup furent authentiquement choqués de découvrir qu'ils avaient des parents vivants dans des difficultés financières, pendant que la famille jouissait de richesses abondantes. La réaction de la famille étendue fut révélatrice. Quelques membres plus âgés tentèrent de justifier les actions passées, argumentant que c'étaient des temps différents et que la réputation de la famille devait être protégée. D'autres, spécialement les membres plus jeunes, furent indignés du traitement qu'Isabella avait reçu et empressés de corriger les erreurs historiques. Helena navigua ses rencontres familiales avec la même grâce qu'elle démontrait au restaurant. Elle écouta patiemment les explications inconfortables de parents tentant de rationaliser le passé, répondit avec dignité à des questions parfois insensibles sur son éducation et circonstances, et maintint sa contenance même quand confrontée avec la réalité de décennies de privations inutiles. C'est lors d'une de ces rencontres que le vrai caractère d'Helena brilla le plus intensément. Un des oncles de Marcus, manifestement inconfortable avec les implications financières de la découverte, suggéra que peut-être ce serait mieux de laisser le passé dans le passé et offrir seulement un geste symbolique de réconciliation. Helena le regarda directement dans les yeux et dit calmement « Oncle Robert, je ne suis pas ici pour l'argent. Je suis ici parce que ma grand-mère est morte, croyant qu'elle n'était pas assez bien pour sa propre famille. Si vous voulez faire la paix avec le passé, faites-le en honorant sa mémoire et en garantissant que d'autres personnes ne soient pas jugées par des circonstances au-delà de leur contrôle. » La réponse fit taire la salle et fit ressentir à Marcus une fierté profonde pour sa cousine nouvellement découverte. Helena avait articulé en quelques phrases à la fois l'injustice fondamentale de ce qui était arrivé et le chemin vers une vraie réconciliation. Mais il y avait encore un autre obstacle significatif à surmonter. Docteur. Harrison Blackstone, l'exécuteur de la propriété Whitmore et avocat de la famille depuis plus de 30 ans, était déterminément opposé à toute reconnaissance formelle d'Helena et Maria comme héritières légitimes. Blackstone argumentait qu'accepter leur réclamation pourrait établir des précédents dangereux et potentiellement attirer d'autres prétendants à la fortune familiale. Marcus réalisa rapidement que Blackstone avait ses propres motivations pour maintenir le statu quo. Comme exécuteur, il recevait un pourcentage substantiel des retours des investissements familiaux. Reconnaître de nouveaux héritiers signifierait diluer sa propre compensation et potentiellement questionner d'autres décisions financières qu'il avait prises au fil des ans. Une investigation plus profonde révéla que Blackstone avait systématiquement gonflé ses honoraires, approuvant des investissements questionnables qui bénéficiaient ses propres entreprises, et même cachant des documents qui auraient pu mener à la découverte plus tôt de l'injustice commise contre Isabella. Il n'était pas juste un obstacle à la réconciliation familiale. C'était un prédateur financier qui avait exploité la confiance de la famille pendant des décennies. Marcus décida qu'il était temps pour un nettoyage complet. Il embaucha des auditeurs indépendants pour examiner tous les investissements familiaux sous la gestion de Blackstone, des généalogistes pour établir définitivement le droit d'héritage d'Helena et Maria, et des avocats spécialisés en récupération d'actifs pour traquer les fonds qui auraient pu être détournés. Ce qu'ils découvrirent fut choquant. Blackstone avait détourné plus de 20 millions de dollars sur 2 décennies à travers un réseau complexe d'investissements frauduleux, honoraires gonflés et contrats avec des entreprises qu'il contrôlait secrètement. Pire encore, il avait utilisé des informations privilégiées sur les affaires familiales pour faire des investissements personnels qui compétitionnaient directement avec les intérêts de la famille Whitmore. Confronté avec des preuves irréfutables de sa corruption, Blackstone tenta initialement de tout nier, puis offrit une restitution partielle en échange de discrétion et finalement menaça d'exposer des secrets familiaux s'il était poursuivi. Marcus réalisa qu'il traitait non seulement avec un voleur, mais avec un maître chanteur qui avait maintenu contrôle sur la famille à travers des menaces voilées pendant des années. Ce fut Helena qui suggéra l'approche qui finalement résolut la situation.
Marcus, dit-elle, après une rencontre particulièrement tendue avec les avocats, cet homme a prospéré parce que personne ne l'a jamais tenu complètement responsable de ses actions. Il compte sur le fait que les gens riches préfèrent résoudre les problèmes discrètement plutôt que faire face à un examen public. Que suggérez-vous ? Demanda Marcus. Transparence complète, répondit Helena sans hésitation. Poursuite criminelle, audit public des fonds familiaux et une promesse que tout argent récupéré sera utilisé non seulement pour compenser notre famille, mais pour établir une fondation qui aide d'autres personnes qui ont été victimes d'injustices similaires. La suggestion d'Helena transforma une situation de crise personnelle en une opportunité d'impact social plus large. Marcus réalisa que sa cousine avait proposé non seulement la justice, mais une façon de garantir que la souffrance de sa famille pourrait prévenir des souffrances similaires pour d'autres. Le processus légal contre Blackstone fut rapide et dévastateur. Confronté avec des preuves financières irréfutables et la perspective de décennies en prison, il accepta de restituer intégralement tous les fonds détournés, transférer tous les actifs qu'il avait acquis illégalement et coopérer complètement avec les auditeurs pour identifier d'autres irrégularités. Plus important, l'investigation révéla des documents que Blackstone avait cachés, de la correspondance montrant qu'Isabella avait tenté de multiples fois d'établir contact avec la famille Whitmore au fil des ans, spécialement quand sa santé commença à décliner. Toutes ces tentatives avaient été interceptées par Blackstone et n'arrivèrent jamais à la connaissance d'autres membres de la famille. La découverte de ces lettres fut dévastatrice pour Marcus. Une lettre de 1978 montrait Isabella suppliant pour une réconciliation, non pour elle-même, mais pour que sa fille Maria puisse connaître son héritage familial. Une autre de 1983 était un appel désespéré d'aide médicale. Isabella avait un cancer et manquait de ressources pour un traitement adéquat. Une troisième, de 1984, était simplement une notification qu'elle était morte, envoyée dans l'espoir que quelqu'un dans la famille puisse au moins savoir qu'elle avait tenté de maintenir la connexion jusqu'à la fin. Blackstone avait intercepté et archivé toutes ces lettres, gardant Isabella et sa famille dans l'isolement tout en maintenant simultanément le reste de la famille dans l'ignorance de leur situation. Sa corruption n'avait pas été juste financière. Elle avait été profondément humaine, privant les gens de connexions familiales qui auraient pu changer le cours de multiples vies. Quand Helena lut ces lettres pour la première fois, elle pleura pour une grand-mère qu'elle avait connue seulement à travers des histoires fragmentaires, mais qu'elle voyait maintenant comme une femme qui avait lutté jusqu'à la fin pour maintenir des liens avec sa famille originale. « Elle n'a jamais cessé de nous aimer », chuchota Helena, tenant une lettre où Isabella décrivait ses espoirs que sa fille et possible petite-fille puissent un jour connaître leur cousin et héritage. La restitution financière fut substantielle, plus de 30 millions de dollars quand intérêts et pénalités furent inclus. Mais pour Helena et Maria, la vraie valeur était dans la vindication d'Isabella, dans la preuve qu'elle avait été victime de circonstances au-delà de son contrôle, et non une personne qui avait simplement mal choisi. Avec les fonds récupérés et la vérité finalement révélée, Marcus fit face à la question de comment procéder avec sa famille nouvellement réunie. Helena était restée travailler au restaurant pendant tout le processus légal, insistant qu'elle ne changerait pas sa vie jusqu'à ce que tout soit résolu proprement et honnêtement. Sa détermination à maintenir normalité et indépendance impressionna tous ceux qui la connaissaient. « Helena, » dit Marcus dans une conversation particulièrement importante, « vous avez droit à un héritage qui changera complètement votre vie et celle de votre mère. Mais j'ai appris que vous n'êtes pas le type de personne qui peut simplement recevoir un chèque et être heureuse. Vous avez besoin d'un but, d'une façon de faire une différence. » Helena sourit avec cette chaleur authentique qui avait capturé l'attention de Marcus depuis le début. « Vous avez raison. L'argent est merveilleux, et ma mère mérite toute la sécurité et le confort que nous pouvons lui donner. Mais je ne serai pas heureuse simplement d'être riche. J'ai besoin de faire quelque chose qui importe. » Ainsi naquit la fondation Isabella Whitmore,
une organisation dédiée à aider les personnes qui avaient été victimes d'injustices familiales, discrimination sociale ou corruption financière. Elena devint la directrice exécutive, appliquant la même compassion qu'elle avait démontrée au restaurant à une échelle beaucoup plus grande. La fondation n'offrait pas seulement assistance financière, mais aussi services légaux, soutien psychologique et programmes éducationnels pour les personnes dans des situations similaires à ce que sa famille avait enduré. Marcus assuma le rôle de président du conseil, mais c'était Elena qui dirigeait les opérations quotidiennes. La regarder travailler fut une éducation continue pour lui. Elle appliquait à chaque cas individuel la même attention soigneuse qu'elle avait montrée aux clients du restaurant, se souvenant de détails personnels, suivant les progrès à long terme, et traitant chaque personne non comme un numéro de cas, mais comme un être humain avec dignité inhérente. La fondation gagna rapidement reconnaissance nationale. Des histoires de familles réunies, d'injustices corrigées et de vies transformées commencèrent à attirer l'attention des médias. Elena, initialement réticente à l'exposition publique, accepta graduellement son rôle comme porte-parole pour des personnes qui avaient été marginalisées ou oubliées par des systèmes qui favorisaient ceux avec pouvoir et ressources. Un des premiers grands cas de la Fondation impliqua une situation étrangement similaire à la propre histoire d'Elena. Une femme âgée à Détroit avait été coupée de l'héritage familial 60 ans auparavant pour avoir épousé quelqu'un d'une race différente. Ses enfants et petits-enfants avaient grandi dans la pauvreté, pendant que les parents blancs jouissaient de richesses héritées. Elena voyagea personnellement à Détroit, travailla avec des avocats locaux pour établir des droits d'héritage et supervisa une réconciliation qui résulta en une restitution de 15 millions de dollars pour la famille. Chaque histoire que nous entendons est unique, dit Elena dans une interview pour un magazine national, mais les thèmes sont similaires. Les gens sont punis pour choisir l'amour plutôt que la convention, pour défier les attentes sociales, ou simplement pour naître dans les mauvaises circonstances. Notre tâche est de rappeler que la dignité humaine ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Marcus, regardant Elena parler avec les journalistes, réalisa qu'elle était devenue non seulement une administratrice efficace, mais une leader morale. Ses expériences personnelles avec la lutte financière, combinées avec son éducation récente sur le privilège et le pouvoir, lui donnait une perspective unique sur la justice sociale. Elle pouvait se rapporter tant aux personnes dans le besoin qu'aux donateurs riches, servant de pont entre des mondes qui se connectaient rarement de façon significative. La transformation de Marcus fut aussi profonde. Travaillant aux côtés d'Elena à la Fondation, il redécouvrit un sens du but qu'il avait perdu dans des années d'accumulation de richesses pour elle-même. Ses affaires immobilières commencèrent à inclure des projets de logement abordables, des programmes de développement communautaire et des initiatives qui priorisaient l'impact social à côté du profit financier. Elena m'a enseigné que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, réfléchit Marcus pendant une réunion du conseil de la Fondation. Elle se mesure en vie touchée positivement, en injustice corrigée, en opportunités créées pour des personnes qui n'avaient précédemment aucun espoir. La relation entre Marcus et Elena évolua de cousin découvreur vers un authentique partenariat familial et professionnel. Elena plaisantait occasionnellement que Marcus avait commencé en testant son caractère, mais qu'elle avait fini par tester le sien, le défiant à utiliser sa richesse et pouvoir de façon qui importait vraiment. Maria, la mère d'Elena, devint une figure chérie à la Fondation, travaillant comme conseillère informelle pour d'autres mères qui avaient lutté pour élever des enfants dans des circonstances difficiles. Sa perspective, comme quelqu'un qui avait navigué des décennies de difficultés financières tout en maintenant des valeurs solides, était inestimable pour les familles dans des situations similaires. Ma mère disait que Dieu œuvre de façon mystérieuse, dit Maria pendant le premier dîner d'action de grâce de la famille réunie.
Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'être coupée de la famille finirait par créer quelque chose de plus grand et significatif que n'importe quel héritage traditionnel. La bague d'Isabella, qui avait initié toute la découverte, fut transformée en symbole officiel de la fondation. Elena la portait pendant les événements publics, non comme une pièce de joaillerie chère, mais comme rappel que des objets apparemment simples peuvent porter des histoires profondes et des connexions puissantes. 2 ans après la découverte initiale, la fondation Isabella Whitmore avait aidé plus de 1000 familles, restitué plus de 100 millions de dollars en héritage injustement nié et établi des précédents légaux qui facilitaient future correction d'injustices historiques. Elena avait été reconnue comme une des jeunes leaders les plus influentes du pays, mais restait essentiellement inchangée, toujours gentille, toujours focalisée sur traiter chaque personne avec dignité, toujours motivée par la croyance fondamentale que la bonté authentique peut transformer le monde. Marcus, à son tour, avait découvert que sa recherche initiale d'authenticité chez d'autres personnes avait été, en fait, une recherche d'authenticité en lui-même. Elena n'avait pas juste réussi ses tests de caractère. Elle lui avait montré ce que le caractère signifiait vraiment et comment il pouvait être appliqué à une échelle qui importait. Le restaurant Coin d'Espoir, où tout avait commencé, devint un lieu de rencontre régulière pour la famille étendue. Elena insista pour maintenir une table réservée en permanence là, non juste par nostalgie, mais comme rappel constant que des moments transformateurs peuvent arriver dans les endroits les plus simples, parmi des gens qui, initialement, semblent n'avoir rien en commun. Pendant une de ces réunions familiales, Marcus réfléchit sur le voyage extraordinaire qui avait commencé avec son cynisme sur les motivations humaines et évolué vers une compréhension plus profonde de la capacité humaine pour la bonté, la croissance et la rédemption. « Elena, dit-il, observant sa cousine interagir avec les serveuses qui avaient été ses collègues de travail. « Vous avez sauvé plus que notre famille. Vous avez sauvé ma foi en l'humanité. » Elena sourit, touchant inconsciemment la bague qui avait révélé tant de secrets et créé tant d'opportunités. « Marcus, je n'ai rien sauvé. Nous nous sommes juste rappelés l'un l'autre que la bonté authentique était toujours là, attendant d'être reconnue et nourrie. » L'histoire de la serveuse qui laissa tomber une bague et du millionnaire qui vit ses armoiries familiales dessus était devenue plus qu'un conte sur la coïncidence ou le destin. Elle était devenue une démonstration que la vraie justice exige non seulement reconnaître les torts passés, mais travailler activement pour créer un futur où de telles injustices deviennent impossibles. Elena continua à être exactement qui elle avait toujours été, une personne authentiquement bonne qui traitait les autres avec compassion indépendamment des circonstances. La différence était qu'elle avait maintenant des ressources pour amplifier cette bonté à l'échelle nationale. Sa richesse n'avait pas changé son caractère, elle lui avait simplement donné des outils plus grands pour exprimer des valeurs qu'elle avait toujours possédées. Marcus, d'autre part, avait été fondamentalement transformé par l'expérience. D'un homme riche, mais spirituellement vide, il avait évolué vers quelqu'un qui comprenait que le vrai succès se mesure par l'impact positif sur les vies d'autrui. Sa richesse n'avait pas perdu de signification, mais avait gagné un but. La fondation Isabella Whitmore continua de croître, mais Elena insista pour maintenir sa connexion personnelle avec chaque cas. Elle se souvenait encore des noms, suivait encore les progrès à long terme des familles aidées, traitait encore chaque personne comme si elle était la plus importante au monde. Ces traits que Marcus avait initialement remarqués au restaurant étaient devenus la marque de fabrique d'une organisation qui changeait des vies à l'échelle nationale. L'histoire devint légende dans les cercles philanthropiques, mais pour Elena et Marcus, c'était simplement la continuation naturelle de valeurs que leur famille avait toujours possédées dans leur meilleure version. Isabella Whitmore avait été punie pour avoir choisi l'amour plutôt que la convention sociale,
Mais sa mémoire avait finalement été vengée à travers la création de quelque chose qui aidait d'autres personnes faisant face à des injustices similaires. À la fin, le test de caractère que Marcus avait planifié s'était révélé bidirectionnel. Elena avait prouvé sa bonté authentique, mais avait aussi défié Marcus à prouver la sienne. Tous deux avaient émergé de l'expérience comme de meilleures personnes, et leur famille réunie était devenue une force pour le bien dans le monde, de façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, quand une simple bague glissa des doigts fatigués d'une serveuse travailleuse. La leçon durable de leur histoire était que la bonté authentique, quand correctement nourrie et soutenue, a le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des systèmes entiers qui perpétuent l'injustice. Elena avait commencé comme une serveuse gentille dans un restaurant modeste. Elle était devenue leader national en justice sociale. Marcus avait commencé comme un millionnaire cynique testant les motivations d'autrui. Il était devenu partenaire dévoué dans la construction d'un monde plus juste. Tous deux avaient appris que le vrai caractère ne se révèle pas dans des moments de test artificiels, mais dans la consistance quotidienne de choisir la compassion plutôt que la commodité, la justice plutôt que la facilité, et la connexion humaine authentique plutôt que l'avantage personnel. Et tous deux avaient découvert que la vraie famille n'est pas définie seulement par le sang ou la richesse héritée, mais par des valeurs partagées et un engagement mutuel à faire une différence positive dans le monde. Le travail de la Fondation s'étendit internationalement, aidant des familles à travers différents pays qui avaient fait face à une exclusion systématique similaire de leurs héritages légitimes. L'approche d'Elena, combinant restitution financière avec guérison émotionnelle et changement systémique, devint un modèle étudié par des organisations de justice sociale mondiale. Des années plus tard, quand Elena fut invitée à parler à Harvard Business School sur le leadership éthique, elle commençait souvent ses conférences en montrant la bague d'Isabella à l'audience. Cette simple pièce de joaillerie, disait-elle, nous rappelle que chaque personne porte une histoire, chaque famille a des chapitres cachés et chaque acte de gentillesse, peu importe comme il est petit, a le potentiel de tout changer. Marcus, maintenant dans la cinquantaine, avait trouvé dans le travail de la Fondation le sens qui lui avait échappé pendant ces années d'accumulation pure de richesse. Il disait souvent qu'Elena lui avait enseigné la différence entre être réussi et être significatif. Le succès, apprit-il, concernait l'accomplissement personnel. La significance concernait l'impact positif sur les autres. Le restaurant Coin d'Espoir, où leur histoire avait commencé, s'étendit éventuellement en une petite chaîne, avec Elena et Marcus comme partenaires silencieux, s'assurant que chaque lieu maintenait les mêmes valeurs d'hospitalité authentique et service communautaire qui avaient caractérisé l'original. Chaque nouveau lieu comportait une petite plaque racontant l'histoire d'Isabella et la mission de la Fondation, transformant chaque restaurant à la fois en entreprise et en phare d'espoir pour ceux qui avaient perdu foi en la justice. Elena ne cessait jamais d'être étonnée de comment un seul moment, faire tomber une bague en servant du café, avait démêlé des décennies d'histoires cachées et créé des opportunités de guérison qui s'étendaient bien au-delà de sa propre famille. Elle réfléchissait souvent que si elle avait été moins fatiguée ce jour-là, si la bague avait été plus ajustée, si Marcus avait regardé ailleurs à ce moment crucial, des milliers de familles n'auraient peut-être jamais reçu l'aide dont elles avaient désespérément besoin. Mais peut-être le plus remarquable, Elena maintint son caractère fondamental à travers les changements dramatiques de ses circonstances. La richesse et la reconnaissance n'avaient pas corrompu sa gentillesse essentielle ou lui fait oublier les luttes des gens ordinaires. Elle restait approchable, se souvenant des noms des concierges et gardiens de sécurité, ayant toujours du temps pour des conversations personnelles avec les clients de la Fondation, ne perdant jamais l'intérêt authentique pour le bien-être d'autrui qui avait d'abord attiré l'attention de Marcus.
Le projet le plus ambitieux de la Fondation fut la création d'une base de données nationale d'injustice familiale historique, rendant plus facile pour d'autres personnes dans des situations similaires à celle d'Elena de découvrir leur vrai héritage et réclamer des héritages légitimes. La base de données, librement accessible en ligne, avait déjà aidé des centaines de familles à se reconnecter avec des branches perdues et récupérer des millions d'actifs injustement retenus. La philosophie d'Elena, développée à travers des années de travail de fondation, était simple mais puissante. Chaque personne mérite de connaître son histoire complète, et chaque famille a l'obligation de guérir les anciennes blessures plutôt que de les perpétuer. Ce principe guidait chaque décision que la Fondation prenait, du travail de cas individuels à l'advocatie politique au niveau national. Marcus s'émerveillait souvent de l'impact exponentiel de la gentillesse originale d'Elena envers un étranger dans un restaurant. Ce simple acte de décence humaine n'avait pas seulement révélé leur connexion familiale, mais avait inspiré la création d'une organisation qui avait maintenant aidé des milliers de personnes et influencé la politique de justice sociale à travers le pays. C'était une démonstration vivante de comment le caractère individuel, quand soutenu par des ressources adéquates et une structure institutionnelle, pouvait créer un changement bien au-delà de ce que l'un d'eux avait initialement imaginé. L'histoire de la bague tombée était devenue plus qu'une légende familiale. Elle était devenue une parabole sur les connexions cachées qui nous lient tous, l'importance de traiter chaque personne avec dignité, indépendamment de leurs circonstances apparentes, et le pouvoir transformateur de combiner compassion authentique avec action pratique. Dans un monde souvent caractérisé par le cynisme et la division, Elena et Marcus avaient créé quelque chose d'espérant et guérissant, prouvant qu'il était encore possible de construire des ponts entre différents mondes et créer un changement positif durable. Leur héritage se mesurerait non seulement en dollars redistribués ou familles réunies, mais dans le rappel fondamental que la bonté authentique existe encore dans le monde, que la justice est encore possible même pour les anciennes blessures, et que parfois les découvertes les plus importantes arrivent dans les moments les plus ordinaires. Quand nous traitons simplement d'autres êtres humains avec la gentillesse et le respect qu'ils méritent. Pendant une réflexion particulièrement poignante lors d'une cérémonie de la Fondation, Elena partagea une pensée qui capturait l'essence de leur voyage extraordinaire. Nous cherchions tous les deux quelque chose. Marcus cherchait l'authenticité et moi, je cherchais juste à passer une journée honnête de travail. Ce que nous avons trouvé était quelque chose de beaucoup plus précieux, la confirmation que la bonté humaine, quand reconnue et nourrie, peut littéralement changer le monde. Marcus, écoutant ces mots, réalisa que leur histoire était devenue plus qu'un conte de découverte familiale ou de justice restaurée. C'était devenu un testament au pouvoir de la connexion humaine authentique, une démonstration que même dans un monde qui peut sembler dominé par l'intérêt personnel et la cupidité, des actes simples de gentillesse peuvent révéler des vérités profondes et créer des changements qui résonnent à travers les générations. La bague d'Isabella, ce simple cercle d'or usé qui avait déclenché une cascade d'événements, était maintenant préservé dans un cas d'exposition spéciale au siège de la Fondation. Non comme un artefact précieux, mais comme un rappel tangible que les objets les plus ordinaires peuvent porter les histoires les plus extraordinaires. Et que parfois, le destin se révèle dans les gestes les plus simples et inattendus. En fin de compte, Elena et Marcus avaient tous deux découvert que leur recherche de quelque chose, authenticité, but, connexion, les avait menés exactement où ils avaient besoin d'être. Ensemble, en famille, et dévoués à s'assurer que les injustices du passé ne définissent pas les possibilités du futur. Leur histoire continuait, non comme un conte avec une fin nette, mais comme un héritage vivant qui s'étendait dans chaque famille aidée, chaque tort corrigé, et chaque moment où quelqu'un choisissait de voir, au-delà des apparences, vers la valeur inhérente de chaque être humain. Dans les années qui suivirent,
Des livres furent écrits sur l'histoire d'Helena et Marcus, des documentaires furent produits, et des cours universitaires examinèrent leur approche de la justice réparatrice. Mais pour eux, les mesures les plus significatives de leur impact restaient personnelles et individuelles. Une grand-mère réunie avec des petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés, un jeune homme découvrant qu'il avait droit à l'éducation pour laquelle ses ancêtres avaient travaillé, une famille apprenant que leur pauvreté de plusieurs générations avait été le résultat de discrimination systémique plutôt que de défaillance personnelle. Helena continuait à porter la bague d'Isabella chaque jour, non comme symbole de richesse nouvellement acquise, mais comme rappel de la résilience de sa grand-mère et de la responsabilité qu'elle avait maintenant d'honorer cette mémoire à travers son travail. La bague était devenue plus qu'un bijou familial. C'était devenu un talisman de justice, un lien tangible entre passé et présent, et une promesse que les voix de ceux qui avaient été réduits au silence ne seraient jamais oubliées. Marcus, transformé de sceptique en croyant en la bonté humaine fondamentale, trouvait une joie quotidienne dans le travail de la Fondation qu'il n'avait jamais expérimenté dans ses poursuites purement commerciales. Il avait appris qu'il y a une différence profonde entre prendre et donner, entre accumuler et partager, entre réussir seul et élever les autres avec soi. Ensemble, ils avaient créé quelque chose qui transcendait leur histoire personnelle, un mouvement qui reconnaissait que chaque famille a des secrets, chaque lignage a des branches perdues, et chaque société a la responsabilité de confronter ces injustices historiques avec courage et compassion. Leur travail avait prouvé que la vraie réconciliation exige plus que des excuses ou des compensations financières. Elle exige une transformation fondamentale de comment nous voyons et traitons les uns les autres. L'héritage de la bague tombée vivait dans chaque acte de bonté que leur histoire inspirait, dans chaque famille qui trouvait le courage de confronter ses propres secrets, et dans chaque personne qui choisissait de voir les possibilités plutôt que les limitations dans les rencontres apparemment ordinaires de la vie quotidienne. Helena et Marcus avaient découvert que les miracles n'arrivent pas toujours de façon grandiose. Parfois ils commencent simplement avec une serveuse fatiguée, laissant tomber une bague, et un homme riche ayant assez d'humanité pour remarquer et assez de courage pour agir sur ce qu'il a vu. Marcus Whitmore ajusta le poignet de sa chemise de soie italienne tout en observant le mouvement du restaurant à travers les vitres de sa Bentley. L'établissement modeste contrastait dramatiquement avec les lieux qu'il fréquentait habituellement. Mais c'était exactement cette simplicité qui l'avait attiré là. À 42 ans, le magnate de l'immobilier avait construit un empire s'étendant sur 3 continents. Mais dernièrement, il ressentait un vide croissant que même les affaires millionnaires ne parvenaient pas à combler. La mort récente de son père avait laissé plus qu'un simple héritage financier. Elle avait laissé des questions sans réponse sur la vraie nature des gens qui l'entouraient. En cet après-midi pluvieuse d'octobre, Marcus avait décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Manger dans un endroit ordinaire, habillé comme une personne ordinaire, pour observer comment il serait traité sans le poids de sa fortune et de son influence. Il avait choisi des vêtements simples d'une marque inconnue, conduit une voiture de location basique et laissé tous les symboles de statut à la maison. Sauf pour un détail qu'il avait oublié, la bague familiale qu'il retirait rarement de son doigt, une pièce centenaire avec les armoiries des Whitmore gravées dans l'or antique. L'intérieur du restaurant Coin d'Espoir exhalait une chaleur humaine. Les tables en bois usé racontaient des histoires d'innombrables repas partagés, et l'arôme de la cuisine maison flottait dans l'air comme une étreinte familière. Marcus choisit une table dans le coin d'où il pouvait discrètement observer le mouvement. Bientôt il fut approché par une jeune serveuse aux cheveux châtains tirés en chignon simple, dont les yeux verts irradiaient une gentillesse authentique qui le surprit. « Bonjour, je suis Helena. Bienvenue dans notre petit coin, » dit-elle avec un sourire qui semblait illuminer tout l'environnement.
Ses mains, Marcus le remarqua, étaient de petites et calleuses du travail, mais bougeaient avec une grâce naturelle pendant qu'elle organisait les couverts sur la table. « C'est la première fois que je vous vois ici. Que puis-je vous offrir pour améliorer votre journée ?» La simplicité et la sincérité de la question touchèrent à quelque chose de profond chez Marcus. Cela faisait des années que personne ne s'enquérait sincèrement de son bien-être sans arrière-pensée. « Juste un repas bon et honnête », répondit-il, étudiant discrètement le visage de la jeune femme. Elena paraissait avoir environ 25 ans, et il y avait quelque chose dans ses gestes qui suggérait une maturité au-delà de son âge. Marcus Whitmore n'était pas né dans la richesse qu'il possédait maintenant. Fils d'un petit commerçant, il avait grandi dans un quartier ouvrier où chaque centime était compté 2 fois avant d'être dépensé. Son père, William Whitmore, avait été un homme aux principes rigides qui croyait que le caractère d'une personne se mesurait non pas par ce qu'elle possédait, mais par la façon dont elle traitait ceux qui n'avaient rien à offrir en retour. La richesse sans compassion n'est qu'accumulation vide, avait l'habitude de dire son père, des mots qui résonnaient dans l'esprit de Marcus avec une intensité croissante ces derniers mois. L'ascension de Marcus au sommet du monde des affaires avait été météorique et implacable. À 28 ans, il avait déjà conclu sa première affaire millionnaire. À 35 ans, son entreprise contrôlait l'un des plus grands portefeuilles immobiliers du pays. Mais le succès était venu avec un prix qu'il ne commençait à comprendre que récemment, un isolement croissant et une incapacité à distinguer entre relations authentiques et intéressées. Ces dernières années, Marcus était devenu de plus en plus sceptique envers les gens qui l'entouraient. Des employés qui se courbaient en révérence exagérée, des partenaires d'affaires qui souriaient largement tout en calculant leurs propres bénéfices, des femmes qui s'intéressaient plus à son portefeuille qu'à sa personnalité. Le monde était devenu un lieu de masques et d'intérêts cachés, où l'authenticité semblait être devenue une marchandise rare et précieuse. La mort de William Whitmore, 3 mois auparavant, avait amplifié ces questionnements. Pendant les funérailles, Marcus avait observé des centaines de personnes présentant leurs condoléances, mais avait réalisé que beaucoup étaient plus intéressés à faire des contacts qu'à réellement pleurer la perte. Cette réalisation avait planté une graine de doute qui grandissait jour après jour. Dans un monde où son argent parlait plus fort que son humanité, existait-il encore des gens capables de voir au-delà de la richesse ? Elena revint avec une assiette fumante de bœuf stroganoff maison et de riz qui sentait comme les repas de l'enfance de Marcus. « J'espère que vous aimerez, » dit-elle, en plaçant soigneusement le plat devant lui. « Madame Margaret fait ce plat depuis plus de 20 ans. Elle dit que la recette secrète, c'est de cuisiner avec amour. » Il y avait une simplicité poétique dans sa façon de parler, sans affectation ni prétention. Pendant qu'il mangeait, Marcus observa Elena interagir avec d'autres clients. Elle saluait les clients réguliers par leur nom, s'enquérait de leur famille, offrait un verre d'eau supplémentaire avant même qu'ils ne le demandent. Avec un homme âgé qui avait manifestement des difficultés financières, elle servit discrètement une portion supplémentaire d'accompagnement sans facturer. Marcus fut intrigué par cette générosité naturelle chez quelqu'un qui, d'après son uniforme simple et ses chaussures usées, n'avait visiblement pas grand-chose à donner. Pendant le repas, des fragments de la vie d'Elena lui parvenaient à travers des conversations décontractées avec d'autres employés. Elle travaillait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa mère malade et arrivait encore à étudier les soins infirmiers dans un cours du soir. Elle avait grandi dans le même quartier humble où se trouvait le restaurant et était connue pour aider les voisins en difficulté chaque fois que possible. Marcus commença à réaliser qu'il observait quelque chose de rare, une personne authentiquement bonne dans sa forme la plus pure. L'après-midi avança, et Marcus se retrouva à prolonger délibérément sa présence au restaurant. Il commanda du café, puis un dessert, trouvant des excuses pour continuer à observer Elena. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans son authenticité.
Elle traitait chaque personne comme si elle était la plus importante au monde, indépendamment de son apparence ou de son statut social apparent. Cela contrastait dramatiquement avec le monde de Marcus, où le traitement qu'il recevait était directement lié à la valeur de son compte en banque. Quand Helena s'approcha pour retirer les assiettes, Marcus remarqua qu'elle portait une bague simple à la main droite, une pièce manifestement ancienne et usée, mais qu'elle touchait occasionnellement avec affection, comme si c'était un talisman précieux. Il y avait quelque chose de familier dans ce geste, un souvenir vague qu'il n'arrivait pas à localiser précisément. « Cette bague a-t-elle une histoire spéciale ?» demanda Marcus, curieux pour la première fois depuis des années de la vie personnelle d'une autre personne sans intention ultérieure. Helena regarda son propre doigt et sourit avec une mélancolie douce. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle disait toujours que c'était une pièce de famille très ancienne, mais nous n'avons jamais réussi à découvrir grand-chose sur son origine. Ma mère disait qu'elle avait appartenu à plusieurs générations de femmes de notre famille. Elle fit une pause, regardant la bague avec affection. Je sais qu'elle ne vaut pas grand-chose en argent, mais pour moi, elle vaut tout. C'est tout ce qui me reste d'elle. Marcus ressentit une pointe étrange dans la poitrine. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la façon dont Helena valorisait ce petit objet, non pour sa valeur matérielle, mais pour sa signification émotionnelle. C'était un concept qu'il avait oublié dans son monde où tout se mesurait en chiffres et retour sur investissement. Cette nuit-là, en retournant à son manoir vide, Marcus ne pouvait pas sortir Helena de ses pensées. Il y avait quelque chose en elle qui défiait toutes ses perceptions sur la motivation humaine. Elle avait traité un étranger apparemment sans ressources avec la même gentillesse qu'elle montrait aux clients réguliers, sans rien attendre en retour. Était-il possible qu'il existe encore de telles personnes dans le monde, des gens qui agissaient avec une bonté authentique simplement parce que c'était la bonne chose à faire? Pendant les semaines suivantes, Marcus devint un client régulier du coin d'espoir, gardant toujours son identité réelle secrète. Chaque visite confirmait ses observations initiales. Helena était constamment gentille, travailleuse et sincèrement préoccupée par le bien-être des autres. Elle se souvenait de petits détails sur ses clients, s'enquérait de leur vie, offrait des mots d'encouragement les jours difficiles. Marcus commença à tester subtilement le caractère d'Helena de façon petite et discrète. Il laissa un pourboire modeste la première semaine et observa qu'elle ne montra aucun changement de comportement. Il fit semblant d'avoir oublié son portefeuille une fois et Helena offrit immédiatement de payer son repas de sa propre poche, insistant qu'il pourrait rendre l'appareil quand ce serait pratique. Il raconta une histoire inventée sur des difficultés financières et vit dans ses yeux une compassion authentique, pas de la pitié condescendante. Chaque test ne faisait que renforcer la même conclusion. Helena était une personne authentiquement bonne, motivée par une bonté intrinsèque qui ne dépendait pas de récompenses externes. C'était comme découvrir une espèce rare en voie d'extinction, quelque chose que Marcus avait commencé à croire qui n'existait plus dans le monde moderne. C'est lors de sa 7e visite que tout changea. C'était un après-midi particulièrement animé, et Helena était visiblement épuisée après avoir travaillé un double service. Marcus avait remarqué qu'elle jonglait avec plus de tables que d'habitude, couvrant probablement pour quelques collègues absents. Malgré la fatigue évidente, elle maintenait le même sourire chaleureux et la même attention soigneuse pour chaque client. Quand Helena s'approcha de sa table pour servir le café, Marcus remarqua que ses mains tremblaient légèrement de fatigue. Elle était au milieu du mouvement quand la bague glissa de son doigt moite et tomba au sol avec un son métallique qui résonna comme une cloche d'alarme dans le monde de Marcus. Instinctivement, tous deux se baissèrent pour récupérer la bague. Helena arriva en premier, mais quand leurs mains se rencontrèrent brièvement en ramassant le bijou, Marcus put voir clairement, pour la première fois, les détails gravés sur la surface du métal antique. Le monde s'arrêta. Gravés dans l'or usé se trouvaient les armoiries des Whitmore,
le même emblème que Marcus portait à son propre doigt, le même symbole qui avait orné les possessions de sa famille pendant plus de 200 ans. L'aigle héraldique aux ailes ouvertes, la couronne de laurier, les lys entrelacés, chaque détail était identique à la bague qui avait été transmise de père en fils dans sa lignée pendant des générations. Marcus resta complètement immobile, son esprit tentant de traiter l'impossibilité de ce qu'il voyait. Comment une humble serveuse dans un simple restaurant pouvait-elle porter une bague avec les armoiries de sa famille ? Une bague qui, selon toutes les informations qu'il possédait, devrait être unique, une pièce exclusive créée spécifiquement pour les héritiers directs de la lignée Whitmore. « Désolé, dit Helena, manifestement gênée d'avoir fait tomber la bague. Elle est un peu large dernièrement. Il faut que je la fasse ajuster, mais... » Elle s'arrêta, remarquant l'expression figée sur le visage de Marcus. « Ça va ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Marcus lutta pour retrouver sa contenance. Son esprit courait, tentant de trouver des explications logiques à ce qu'il avait été témoin. Pourrait-ce être une coïncidence extraordinaire ? Un faux habile? Ou y avait-il quelque chose de beaucoup plus profond qui se passait là, quelque chose qui pourrait changer non seulement sa compréhension d'Helena, mais de sa propre histoire familiale? « La bague !» réussit-il à dire finalement, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Où avez-vous dit avoir eu cette bague ?» Helena le regarda avec une curiosité croissante. « Comme je l'ai mentionné avant, elle appartenait à ma grand-mère. Famille depuis des générations. Pourquoi demandez-vous? Il y a quelque chose d'étrange avec elle. » Marcus fixa le petit objet dans la main d'Helena, puis sa propre bague presque identique. Les implications commencèrent à se former dans son esprit, comme les pièces d'un puzzle complexe. Si la bague d'Helena était authentique, et chaque instinct lui disait qu'elle l'était, alors il y avait une connexion entre eux beaucoup plus profonde que n'importe quel test de caractère qu'il avait imaginé. « Puis-je demander le nom complet de votre grand-mère » questionna Marcus, tentant de garder sa voix stable. « Isabella Whitmore » répondit Helena sans hésitation. « Elle est morte quand j'étais très petite, mais ma mère parlait toujours d'elle avec beaucoup d'affection. Elle disait qu'elle était une femme très élégante, mais qu'elle avait perdu le contact avec une partie de la famille à cause d'un désaccord ancien. » Le nom de famille frappa Marcus comme la foudre, Whitmore. Le même nom qu'il portait, la même lignée qui avait construit sa fortune. Mais comment était-ce possible? Il connaissait l'arbre généalogique de sa famille, dans les détails. Il avait étudié chaque branche, chaque connexion, surtout après avoir hérité le contrôle des affaires familiales. Ou du moins, pensait-il le connaître. « Isabella Whitmore », répéta Marcus lentement, comme si les mots étaient une formule magique qui pourrait démêler des décennies de mystère. « Sauriez-vous me dire quand elle est née, ou toute autre information sur elle ?» Helena fronça les sourcils, manifestement intriguée par l'intérêt soudain de Marcus pour son histoire familiale. « Eh bien, elle est née vers 1920, si je ne me trompe pas. Ma mère a quelques vieilles photos d'elle. Pourquoi êtes-vous si intéressé? Vous connaissiez quelqu'un avec ce nom ?» Marcus sentit son monde se réorganiser autour de cette nouvelle information. Isabella Whitmore, née en 1920. Ce nom et cette date correspondaient à quelque chose qui avait été délibérément effacé de l'histoire officielle de sa famille. Une histoire que son père avait mentionnée seulement une fois, dans un moment de mélancolie particulière, avant de changer rapidement de sujet. Pendant des années, Marcus s'était interrogé sur certaines incohérences dans la généalogie familiale. Des archives qui semblaient incomplètes, des photographies où des gens avaient été découpés, des mentions occasionnelles de parents qui n'étaient jamais développées dans les conversations. Son père avait été particulièrement évasif sur certaines zones de l'histoire familiale, surtout les événements qui avaient eu lieu dans les années 1940. Maintenant, regardant Helena, vraiment la regardant pour la première fois au-delà de son évaluation de caractère, Marcus commença à remarquer des similitudes physiques qu'il avait ignorées auparavant. La ligne délicate de la mâchoire, la couleur spécifique des yeux verts,
la façon dont elle inclinait légèrement la tête quand elle pensait. Des caractéristiques qu'il avait vues dans de vieilles photographies de sa propre famille. « Elena, dit Marcus avec précaution, avez-vous une photo de votre grand-mère? Quelque chose que vous pourriez me montrer ?» La jeune femme le regarda avec une expression encore plus curieuse. « J'en ai quelques-unes à la maison. Mais puis-je demander pourquoi vous êtes si intéressé par ma famille? Ce n'est pas que ça me dérange, mais c'est un peu inhabituel. » Marcus réalisa qu'il avait atteint un point crucial. Il pourrait continuer à faire semblant d'être juste un client curieux, ou il pourrait commencer à révéler la vérité sur qui il était réellement. La découverte de la bague avait complètement changé la nature de sa présence là. Ce n'était plus juste un test de caractère, mais potentiellement la découverte d'une connexion familiale qui avait été perdue pendant des décennies. « Je crois, dit-il finalement, que peut-être nous avons beaucoup plus en commun que l'un de nous l'imaginait. » Elena remit la bague à son doigt, mais ses yeux restèrent fixés sur Marcus. « Que voulez-vous dire par là ?» Avant que Marcus puisse répondre, la voix de la propriétaire du restaurant résonna depuis la cuisine. « Elena, ma chère, j'ai besoin de toi ici, derrière une minute. »« Excusez-moi, » dit Elena, manifestement réticente à laisser la conversation inachevée. « Je peux revenir dans quelques minutes ?» Marcus acquiesça, son cerveau travaillant frénétiquement pendant qu'Elena s'éloignait. Il avait besoin de plus d'informations avant de révéler sa propre identité. Si ses soupçons étaient corrects, Elena n'était pas juste une serveuse extraordinairement gentille. Elle était sa cousine perdue, descendante d'une branche de la famille qui avait apparemment été coupée de l'histoire officielle des Whitmore. Mais pourquoi? Quel type de désaccord aurait pu être si sévère au point d'effacer complètement une personne de la généalogie familiale? Et si Elena était vraiment sa parente, qu'est-ce que cela signifiait pour tout le test de caractère qu'il avait mené? Il y avait quelque chose de profondément ironique dans la possibilité que la personne la plus authentiquement bonne qu'il avait trouvée en années soit, en fait, son propre sang. Cette nuit-là, Marcus annula tous ses rendez-vous et se dirigea vers son bureau privé dans son manoir, où il gardait tous les documents historiques de la famille. Il y avait des coffres entiers de correspondances, photographies, certificats et archives qu'il avait hérités de son père. Certains, il les avait examinés méticuleusement en prenant le contrôle des affaires, d'autres restaient scellés, considérés comme non pertinents pour les opérations commerciales actuelles. Il était temps de tout ouvrir. Il commença par les albums de photographie familiale, spécifiquement ceux des années 1920 à 1950. Il feuilleta les pages d'images en ton sépia, cherchant des visages qui pourraient correspondre à la description qu'Elena avait donnée de sa grand-mère. C'est dans la 3e collection qu'il trouva ce qu'il cherchait. Une photographie datée de 1945 montrait un groupe de jeunes adultes en tenue formelle, apparemment lors d'une sorte de célébration familiale. Dans le coin droit de l'image, Marcus reconnut son propre grand-père quand il était jeune. Mais c'était la jeune femme à côté de lui qui fit battre son cœur, une femme aux yeux verts perçants et aux traits délicats qui étaient indéniablement similaires à ceux d'Elena. Au dos de la photographie, dans une écriture élégante, était écrit « Réunion familiale, William, Isabella, Margaret et Robert, mai 1945, Isabella ». La voilà, la grand-mère d'Elena, manifestement partie de la famille Whitmore, photographiée lors d'un rassemblement familial officiel. Mais si elle faisait partie de la famille, pourquoi Elena et sa mère vivaient-elles dans des difficultés financières? Pourquoi n'avaient-elles pas connaissance de leur connexion avec l'une des familles les plus riches du pays? Marcus continua à enquêter, maintenant avec une urgence renouvelée. Dans une boîte de correspondance ancienne, il trouva des lettres qui commencèrent à révéler l'histoire qui avait été enterrée pendant des décennies. Des lettres datées de 1946 et 1947 parlaient de la situation avec Isabella et la nécessité de prendre des mesures drastiques pour protéger la réputation de la famille. Graduellement, l'histoire se dévoila à travers des fragments de correspondance et de documents légaux.
Isabella Whitmore était tombée amoureuse d'un homme que la famille considérait inapproprié, non par manque de caractère, mais par sa classe sociale. Contre les souhaits de la famille, elle l'avait épousé en 1946. La réponse de la famille avait été rapide et brutale. Isabella fut complètement déshéritée, son nom retiré des archives officielles et toute communication avec elle fut coupée. Les lettres révélaient que la famille était allée encore plus loin, utilisant son influence pour rendre la vie difficile aux jeunes couples dans diverses villes. Isabella et son mari avaient été forcés de déménager plusieurs fois, luttant toujours pour recommencer tout en faisant face à des obstacles apparemment inexplicables dans leur tentative d'établir une vie stable. La dernière mention d'Isabella dans les archives familiales était une note de 1952 informant qu'elle avait donné naissance à une fille, présumément la mère d'Elena. La note était suivie d'une instruction claire. Il ne devrait plus y avoir de mention de cette affaire. La question est close. Marcus s'assit dans son fauteuil de cuir, ressentant le poids total de la découverte. Elena n'était pas juste sa cousine, elle était la petite fille de la femme qui avait été cruellement bannie de la famille pour avoir osé se marier par amour. Sa grand-mère avait été punie pour avoir choisi le bonheur personnel plutôt que les attentes sociales de la famille, et les générations subséquentes avaient payé le prix de cette décision draconienne. Maintenant, il comprenait pourquoi Elena travaillait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, pourquoi elle vivait modestement malgré le fait de porter la bague d'une famille millionnaire. Elle et sa mère ne savaient même pas qu'elles avaient droit à un héritage substantiel. Elles avaient été maintenues dans l'ignorance de leur propre lignée comme partie de la punition continue pour une décision prise des décennies avant leur naissance. L'ironie de la situation n'échappa pas à Marcus. Il avait passé des semaines à tester le caractère d'Elena, cherchant quelqu'un d'authentiquement bon dans un monde qu'il percevait comme corrompu et intéressé. Non seulement avait-il trouvé une telle personne, mais il découvrit qu'elle était sa propre famille, et sa famille avait été systématiquement privée des ressources qui auraient pu rendre leur vie beaucoup plus facile. Plus révélateur encore était le fait que malgré des générations de luttes financières et de difficultés qui auraient pu rendre n'importe qui amer, Elena avait maintenu une gentillesse et une générosité qui faisaient honte à beaucoup de gens nés dans la richesse. Elle était la preuve vivante que le caractère n'était pas lié aux circonstances financières, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et plus pur. Marcus passa toute la nuit à lire, découvrant couche après couche de l'injustice qui avait été perpétrée contre la branche d'Isabella de la famille. Plus il lisait, plus il avait honte non seulement des actions de ses ancêtres, mais de ses propres suppositions sur la nature humaine. Il avait cherché une bonté authentique comme si c'était une curiosité rare, alors qu'elle avait fleuri tout ce temps dans sa propre famille. Une famille qui avait été délibérément coupée et oubliée. Quand le soleil se leva, Marcus avait déjà pris une décision. Il révélerait son identité à Elena, mais pas juste comme Marcus Whitmore, le magnate de l'immobilier. Il se révélerait comme son cousin, comme quelqu'un qui avait découvert une injustice historique qui pouvait finalement être corrigée. Et il le ferait de la façon la plus soigneuse possible, parce qu'Elena méritait de connaître la vérité sur son héritage, pas juste matériel, mais la connaissance qu'elle venait d'une lignée de gens qui, dans leur meilleure version, valorisaient le caractère au-dessus des conventions sociales. Mais d'abord, il avait besoin de comprendre exactement quel avait été le destin d'Isabella après avoir été bannie de la famille. Il y avait plus d'archives à examiner, plus de vérité à découvrir. S'il allait réparer les erreurs du passé, il devait complètement comprendre l'étendue des dommages causés. Le matin suivant, Marcus retourna au coin d'espoir avec un mélange de nervosité et de détermination. Elena était là, comme toujours, rayonnant la même hospitalité chaleureuse, apparemment sans idée que sa vie était sur le point de changer dramatiquement. « Bonjour », dit-elle avec son sourire caractéristique.
Vous avez l'air fatigué aujourd'hui. Nuit difficile? Marcus faillit rire de la simplicité de l'observation. On pourrait dire ça, répondit-il. Helena, à propos de notre conversation d'hier, sur votre grand-mère, vous avez mentionné que votre mère avait des photos d'elle. Oui, j'en ai quelques-unes à la maison, toujours curieux de ça. Helena inclina la tête de cette façon familière. Je peux les apporter demain si vous voulez voir. Ce serait très important pour moi, dit Marcus. Mais d'abord, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose qui pourrait considérablement changer votre compréhension de votre propre famille. Helena arrêta d'organiser les couverts sur la table, sentant manifestement le sérieux dans le ton de Marcus. Vous me rendez inquiète. C'est quelque chose de mal? Pas mal, dit Marcus avec précaution. Complexe, très complexe. Helena, je n'ai pas été complètement honnête sur qui je suis. À ce moment-là, Madame Margaret émergea de la cuisine, interrompant la conversation. Helena, ma chère, ta mère a appelé. Elle dit qu'elle doit aller chez le médecin cet après-midi. Tu peux partir plus tôt si nécessaire. L'expression d'Helena changea immédiatement vers l'inquiétude. Elle n'a pas mentionné ne pas se sentir bien ce matin. Désolée, dit-elle à Marcus. Ma mère a quelques problèmes de santé. Pouvons-nous continuer notre conversation une autre fois? Marcus vit l'opportunité parfaite. En fait, j'aimerais vous accompagner si cela ne vous dérange pas. Nous pouvons parler en chemin et... Eh bien, j'aimerais beaucoup rencontrer votre mère. Helena le regarda avec surprise. C'est très gentil, mais je ne veux pas vous déranger. Vous ne nous connaissez même pas. Helena, dit Marcus doucement, je crois que nous nous connaissons beaucoup mieux que vous l'imaginez. L'hôpital public où la mère d'Helena était soignée contrastait dramatiquement avec les établissements médicaux privés que Marcus connaissait. Les salles d'attente étaient bondées, l'équipement semblait daté et le personnel manifestement surchargé faisait de son mieux avec des ressources limitées. Marcus observa Helena naviguer dans cet environnement avec familiarité et patience, traitant chaque membre du personnel avec le même respect qu'elle montrait au restaurant. « Ma mère fait un suivi pour le diabète », expliqua Helena pendant qu'elles attendaient. Elle a travaillé toute sa vie comme femme de ménage, n'a jamais eu un plan de santé décent. Maintenant qu'elle est retraitée, nous dépendons du système public. Elle ne dit pas cela avec amertume, juste comme un fait de la vie. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais les médecins ici sont bons. Ils font ce qu'ils peuvent. Marcus pensa à ses propres expériences médicales, des médecins privés qui le